Bonjour, bienvenue à vous dans une vidéo qui concerne le calcul vectoriel. On va s'intéresser à quelques rappels de secondes, des définitions et des propriétés liées à la notion de vecteur. Mais avant de parler de vecteur, on est obligé de parler de ce qu'on appelle la translation, qui transforme A en B. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une translation? Alors déjà, pour en parler, il faut la donner de 2 points. Donc la translation, c'est une transformation du plan qui, à tout point C du plan, associe le point D, tel que les segments AB, ou plutôt AD, pardon, et BC en même milieu. Un petit dessin. Donc, un point A, un point B. Si je place le point C ici, il faut que les segments BC et AD aient même milieu. On obtient donc le point D ici. Dans ce cas-là, on parle plus simplement de translation de vecteur AB. Et on écrit AB avec une flèche. Ceci étant dit, vous voyez qu'on obtient un parallélogramme, puisqu'en fait on a ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Là vous avez votre vecteur AB, là votre vecteur CD. Un vecteur, c'est défini par 3 choses. C'est défini par une direction. Ici, la direction, c'est celle de la droite AB, donc c'est une inclinaison. Une fois qu'on a fixé une direction, on peut parler de sens. Ici, c'est de A vers B. Et puis, on parle après de longueur ou de norme. Ici, la longueur AB. Donc sur GeoGebra, il y a possibilité d'obtenir des vecteurs. Là, par exemple, le vecteur AB avec la petite flèche qui va bien. Au niveau du vocabulaire, le point A, c'est ce qu'on appelle l'origine du vecteur, et le point B, ce qu'on appelle l'extrémité. Autrement, au niveau vocabulaire, on peut parler du vecteur qui a pour origine et extrémité le même point, par exemple le vecteur AA, et ben c'est ce qu'on appelle le vecteur nul. Sa longueur vaut 0, mais c'est un vecteur, hein, c'est un objet mathématique donc. Ici, quand on a une translation de vecteur de corde, de vecteur AB qui transforme C en D, on peut parler d'égalité de vecteurs. C'est-à-dire qu'on a AB qui est égal à CD. Donc, vous voyez, on utilise des symboles comme égal, ce qu'on utilisait avec des nombres, alors qu'on est avec des dessins. Donc on fait ce qu'on appelle du calcul avec des vecteurs, du calcul vectoriel. Je vais vous parler également du vecteur BA. Le vecteur BA, en fait, c'est le vecteur opposé du vecteur AB, et on l'écrit comme ceci. Et puis autrement, première propriété, la propriété du parallélogramme. Quand vous avez un parallélogramme ABCD, comme ceci, ABCD, eh bien, on a l'égalité suivante, vecteur AB égale vecteur DC. Attention à l'ordre des lettres. Alors, c'est un exemple, évidemment. On aurait très bien pu dire vecteur AD égale vecteur BC. La clé, c'est de faire un petit dessin pour illustrer tout ça. Mais c'est une équivalence. Si vous avez un parallélogramme, vous avez l'égalité de vecteurs, et si vous avez cette égalité de vecteurs, alors forcément vous avez le parallélogramme. C'est la propriété du parallélogramme. Je vous parle également de la propriété des milieux, quand vous avez quand vous avez un segment AB avec un milieu I, eh bien on peut en tirer des infos au niveau vectoriel. On peut dire que ça c'est équivalent à par exemple AI égale IB. Je dis par exemple parce qu'on a également AI égale 2 fois le vecteur AB, ou plutôt l'inverse, hein, AB égale 2 fois le vecteur AI. Encore une fois, c'est une équivalence. Derrière cette notion d'égalité de vecteurs, il y a l'égalité de longueur, bien sûr, mais il y a aussi l'égalité de direction et de sens, ce qui est beaucoup plus fort. C'est du 3 en 1. On va maintenant parler de somme. Alors, comment parler de la somme de deux vecteurs? Eh bien, en fait, la somme de deux vecteurs U et V, c'est égal à un vecteur W par exemple, qui est
associé à la translation résultant de l'enchaînement de translation de vecteurs. Par exemple, si vous faites AB plus BC, vous obtenez le vecteur AC. C'est le raccourci en fait. Sachant que les vecteurs sont mobiles, on peut toujours déplacer les vecteurs et les mettre bout à bout. Donc somme de deux vecteurs, et qui dit somme de deux vecteurs dit en fait relation de Schall. Quand vous avez AB plus BC pour n'importe quel point ABC du plan, vous avez vecteur AC. Donc, tout ça, ça doit vous rappeler des souvenirs de seconde. Donc Schall sert à deux choses. Ça sert à simplifier des écritures, évidemment, mais ça sert aussi parfois à décomposer des vecteurs. On verra ça beaucoup plus cette année. Un petit exemple, quand vous avez le vecteur Mn, on peut très bien dire que c'est Ma plus Am. Parfois, c'est très très utile. Donc, double utilisation. J'insiste sur la deuxième qui va vraiment être très pertinente cette année. Donc, maintenant qu'on a Schall, on va pouvoir parler de la deuxième propriété du parallélogramme. Celle-ci, en fait, concernait les 4 points, les 4 sommets du parallélogramme. Mais on a une propriété qui est encore plus forte car elle utilise moins de points. Quand vous avez un parallélogramme, on peut dire que le vecteur AB plus le vecteur AD, en fait on part du même point A, eh bien c'est égal au vecteur AC. Pourquoi? Eh bien grâce à Schall. AB plus AD c'est pareil que AB plus BC, et AB plus BC c'est AC. Donc ça c'est équivalent, encore une fois, à AB plus AD égale AC. Donc là on se sert de la diagonale et on part toujours du même point. C'est la force de ce théorème qui est souvent très très utilisé. Je continue avec quelques propriétés calculatoires. En fait, on a la commutativité de vecteurs. Hein. Quand vous avez deux vecteurs égaux, U plus V, on peut très bien écrire V plus U. On a de la transitivité. Quand vous avez U plus V, le tout plus W, vous pouvez très bien dire, faire du paquet comme vous le souhaitez, c'est U plus V plus W. Et puis, quand vous avez U plus vecteur nul, eh bien en fait, c'est U. Ce qui paraît plutôt logique. Quelques conséquences. U plus moins U, c'est égal au vecteur nul. On fait vraiment du calcul vectoriel comme on le ferait avec des nombres. Et autrement, AB plus BA, par exemple, c'est égal à AA, c'est-à-dire vecteur nul. Si comme moi vous faites les flèches à la fin, ne les oubliez pas. Bon, voilà pour ces petites propriétés de base. Je termine avec repères et coordonnées. Donc, pour l'instant, en seconde, on parle d'un repère OIJ. Alors là, je pars sur un repère autonormé, mais ça marche pour tous les repères. Eh bien, on va partir du principe que le vecteur OI, on va l'écrire petit i, et le vecteur OJ, on va l'écrire petit j. Et du coup, eh bien, ce repère OIJ de l'année dernière, on va l'écrire à partir de maintenant O, vecteur I, vecteur J. Ce qui est identique, similaire. À partir de là, qu'est-ce que c'est que les coordonnées du vecteur OM? Eh bien, les coordonnées du vecteur OM, xy, par exemple, ce sont les coordonnées du point M dans ce repère. C'est la même chose que les coordonnées du point M. Alors évidemment, il faut que le vecteur OM soit accroché en l'origine O, mais c'est toujours possible vu qu'un vecteur est mobile. Donc le vecteur U a pour coordonnées xy dans un repère, vecteur quelconque cette fois-ci, si et seulement si U c'est égal à xi plus yj. Très important pour la décomposition. Hein. Donc vecteur U, xi plus yj, ça veut dire que ces coordonnées, c'est xy dans le repère OIJ. Pour finir, on peut dire que des vecteurs sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales. Admettons que le vecteur U, ses coordonnées, c'est xy et que le vecteur V, c'est x', y'. Eh bien, U égale à V en vecteur, ça équivaut à x égale x', et puis y égale y'. Vous avez vu que j'écris les vecteurs comme ça, on peut aussi les écrire de manière traditionnelle, comme vous avez l'habitude de le faire.
On va terminer par les 3 formules qu'il est important de connaître et que vous avez déjà vu l'année dernière. Je commence par les coordonnées du vecteur AB. Comment faire pour les obtenir? Alors pas de égal, hein. XB moins XA en abscisse, YB moins YA en ordonnée. Première formule capitale à connaître. Regardez GeoGebra à côté, hein. Le point A, ses coordonnées, c'est moins 3, 3. Le point B, c'est 2, 5. Et ben, les coordonnées du vecteur AB, c'est le vecteur U qui est ici. Donc, il n'y a pas de flèche sur GeoGebra, mais bon, à nous de nous adapter. Et surtout, il n'y a pas de égal sur papier, je vous le rappelle. C'est bien 5, moins 3, 2. Et puis 2, moins 3. En abscisse, j'aurais dû commencer par là, 5. Donc, 5, 2. Pareil pour les autres. Ça, c'est la première formule. La deuxième, c'est celle qui concerne la longueur, la distance AB. Donc cette fois-ci, on a le droit de mettre un égal. C'est XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré. Et on passe tout ça à la racine. Ou alors, vous mettez un carré de l'autre côté. Ça vient de Pythagore, je vous rappelle. Donc pareil, je vous laisse faire l'essai sur le segment AB. Je vous donne juste la longueur sur GeoGebra. La distance approximative de ce segment. Ah oui, je trace le segment pour qu'il puisse me calculer la longueur. Donc 5,39, à vous de vérifier avec les coordonnées de A et de B qui sont ici. À vous de faire cette vérification. Donc, deuxième formule capitale. Et la troisième, pour finir, c'est la formule qui permet d'obtenir les coordonnées du milieu d'un segment AB. Donc appelons ce milieu M. Et bien ces coordonnées, c'est XA plus XB sur 2, donc moyenne arithmétique des abscisses, et puis moyenne des ordonnées. Pareil, je vous laisse faire la vérification sur le vecteur AB, sachant que le milieu, c'est, selon GeoGebra en tout cas, le point D de coordonnées moins 0,54. Je vous laisse faire la vérification, c'est plutôt facile, et on en rediscute en classe si besoin. Donc ça fait beaucoup de choses pour la vidéo, mais normalement c'est des rappels de l'année dernière. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo et des nouveautés.